je voudrais vous faire une conférence dont le titre est le suivant: la traductologie, statut théorique et interdisciplinarité. En principe, je vais essayer de m'attacher à proposer une conférence en 3 parties. Vous allez être surpris, 3 parties. 1, la traductologie. 2, c'est là qu'est la surprise, l'interdisciplinarité. Et enfin, si j'ai le temps, quelque chose sur le statut théorique de la traductologie. Alors d'abord, sur le concept de traductologie, au seuil d'un colloque où il se dira beaucoup de choses intelligentes, je voudrais commencer par quelques choses plus simples et apporter quelques précisions touchant le concept même de traductologie. La tentation pourrait être de baptiser traductologie tout ce qu'on dit sur la traduction. Et parfois, s'agissant de la traduction et même de la traductologie, je pense au titre d'une pièce de Jules Romain, « Monsieur le Trouadec saisi par la débauche », et alors on pourrait dire que c'est l'université, la réflexion, saisie par la traduction et la traductologie. J'essaye d'être un peu plus précis. Je m'entretenais avec une amie récemment qui faisait état du fait, qui parlait de la traductologie dans l'Antiquité, ce qui me semble à moi être un anachronisme. À ce compte-là, la sociologie n'aurait pas été fondée par Auguste Comte, mais par Platon dans la République. La physique atomique remonterait à Anaxagore et à Épicure, et Lavoisier ne serait qu'un épigone des alchimistes. La question est quand commence la traductologie? La conférence de Jean-Yves Masson a inscrit la réflexion sur la traduction, sur cette pratique très ancienne de la traduction. Thierry Meyer a lui-même est revenu à une formule que j'ai employée à plusieurs reprises sur la traduction, qui est le plus vieux métier du monde. Et évidemment, ceux qui ont fait de la traduction, qui ont traduit, ceux qui ont lu des traductions, ne se sont pas tous fait faute de réfléchir sur ce qu'ils faisaient, sur ce qu'ils lisaient. Et il y a donc matière à une histoire de la traduction qui va de pair avec le fait que l'histoire consiste à mettre en perspective des faits, et il en émerge plus ou moins implicitement une forme de réflexion. Et je dirais quelques mots tout à l'heure sur le lien entre traductologie et histoire, en étant un peu plus précis. Mais quant à l'ISIT, je faisais cours en traductologie la 4e année, et que mon collègue et ami Christian Balieu faisait un cours de traduction en 3e année. Je disais que l'histoire de la traduction est une entrée en pente douce dans la réflexion traductologique. Alors, il y a l'idée que la traductologie, à un certain moment, est une nouvelle discipline. Comment apparaît une nouvelle discipline? Il y a lieu de reprendre un concept qui remonte à Gaston Bachelard, qui est celui de rupture épistémologique. Il a réexisté chez Althusser sous la forme de coupure épistémologique. L'idée est la suivante, c'est qu'à un certain moment, dans le flux des réflexions, des remarques, il y a l'idée qu'on instaure une discipline. Alors, quand il s'agit des sciences exactes, le problème est très clair. Il y a un moment, justement, où on n'est plus dans l'empirisme des combinaisons de plantes et de minéraux, on n'est plus dans les fantasmes de l'alchimie, mais à un certain moment, il apparaît une chimie. Pour les sciences exactes, pour les sciences humaines, la chose est un peu plus difficile. Mais le problème se pose aussi pour les sciences humaines, et je dirais aussi dans l'histoire des idées. J'ai beaucoup travaillé sur l'idée de critique, et l'idée de critique, à un certain moment, au XVIIIe, prend une place très importante, au point que j'ai proposé le concept d'épocalisation. L'idée d'épocalisation, c'est à un certain moment de l'histoire, nous disons, le concept de critique, la discipline de la traductologie ou d'autres,
se mettent à exister. Et on peut dire que la traductologie a été fondée dans la deuxième partie du XXe siècle. Je continue à faire la différence entre un discours flou. On pourrait dire que tout est traductologie au sens où, quand un journaliste, Jean-Yves Masson y a fait référence, salue l'apparition d'une nouvelle traduction, une fois n'est pas coutume, d'une œuvre classique, il fait de la traductologie. Ce serait un petit peu M. Jourdain. On ferait de la traductologie sans le savoir dès lors qu'on prononcerait le mot de traduction. Là, j'épaissis le mystère et je voudrais donc avancer un peu plus. Il y a cette tendance. Quand j'ai lancé le concept, puisqu'on m'en attribue aimablement la paternité, le concept faisait figure d'affreux barbarisme, de néologisme jargonnant condamnable. Qu'est-ce que c'est que ça que la traductologie? Or, maintenant, il est à toutes les sauces. On ne fait pas le moindre petit cours de version en première année sans que ce soit baptisé traductologie. Comment l'interpréter? Je dirais, ça tient premièrement à une inflation suffixale qui fait que, par exemple, on ne parle plus de technique, mais de technologie. On parle de la sociologie du milieu, alors que c'est simplement le fonctionnement social. Il y a une sorte d'entraînement, de fascination pour l'abstraction, et qui facilite un certain confusionnisme terminologique. Alors je reviens à l'idée que j'essaye de mettre en avant, rupture épistémologique au sens de Bachelard, ou bien coupure épistémologique. Althusser a essayé de récupérer la rupture épistémologique de Bachelard pour la faire fonctionner au bénéfice du marxisme qu'il professait et du Parti communiste auquel il était adhérent. Là aussi, c'est un point d'histoire. Jean-Yves Masson a évoqué la part de l'idéologie dans les débats touchant le statut de la littérature et l'histoire, par exemple, de traduction. Alors, l'idée d'épocalisation, c'est qu'à un certain moment, qu'il décide, c'est un des points à discuter, on décide qu'il est décidé, il advient une discipline qui est la traductologie. Il faut apporter deux bémols. Comme pour tous les concepts, j'ai évoqué le concept de critique qui a été fondateur, je dirais, du XVIIIe siècle, avec la philosophie des Lumières, et cette Aufklärung qui s'est répandue sur toute cette malheureuse Europe. Il y a un moment où on va décider que le concept est épocal, il marque l'époque. Mais à partir de cela, on va faire une lecture rétrospective et faire apparaître des précurseurs. Et effectivement, pour la critique, on va revenir jusqu'à l'école de Pergame et d'Alexandrie. Et pour ce qui est de la traductologie, si une discipline comme la traductologie existe, si, comme je le prétends, elle a existé à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, ça ne veut pas dire, encore une fois, que personne n'ait pensé à la traduction, soit de façon un peu impressionniste, soit de façon plus systématique, et on citera évidemment Cicéron et Saint Jérôme, la lettre à Pamacus de Saint Jérôme et d'autres, et en même temps le fameux texte de Cicéron sur la bonne façon de traiter les orateurs. Il y a donc le problème des précurseurs qui n'invalide pas l'idée d'épocalisation, mais qui l'inscrit dans l'histoire. Et puis alors, dans le cas précis, il y a le problème des marges historiques. Jean-Yves Masson a fait référence à Mounin, auquel moi-même j'ai consacré beaucoup de mes réflexions. Et Mounin, on pourrait y voir, on serait fondé à y voir, le père fondateur de ce qui annonçait une traductologie d'expression française. Pourquoi n'en ferait-on pas, lui et pas moi, le fondateur de la traductologie? Tout simplement parce que lui-même a conçu ces deux ouvrages fondamentaux qui sont, d'une part, les fameuses Belles infidèles publiées en 1955. Il les concevait comme étant des éléments, des études littéraires, on pourrait dire, au prix d'un discret anachronisme, comme un élément de la littérature comparée. Et puis, les problèmes théoriques de la traduction, qu'il a publié en 1963, c'est sa thèse d'État, c'est évidemment pour lui
un ouvrage de linguistique. Si bien qu'on est là à un moment, avec Mounet, un moment stratégique qui est avant l'apparition de la traductologie comme telle, comme discipline, mais au confluent des deux sources de la traductologie, des deux sources principales. J'aime bien la formule qui fait référence à Bergson. Les deux sources qui ne sont pas les seules de la traductologie, ça va être à la fois la littérature comparée et la linguistique. Au reste, à propos des belles infidèles, se pose un problème de grammaire. Sont-ce des belles qui sont infidèles ou sont-ce des infidèles qui sont belles? Alors ça va avoir une incidence graphique, puisque la règle graphique est que dans un titre imprimé, on met une majuscule au premier substantif, mais aussi aux adjectifs qui précèdent. Donc on va écrire « belles infidèles, grand B, grand I », si ce sont des infidèles qui sont belles, et belles infidèles, grand B, petit i, si ce sont des belles qui sont infidèles. À mon avis, c'est le deuxième cas. Enfin, c'est un petit point de grammaire. J'aime bien ces petits détails. Alors, peut-être une autre remarque sur le lien entre histoire et traductologie. Le tournant historique des études sur la traduction est une chose qui m'a parlé directement, dans la mesure où j'avais, il y a quelques 20 ans, fait un travail sur l'oubli de la traduction chez les philosophes. D'ailleurs, Jean-Yves Masson l'a évoqué aussi. Et alors, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Jean-Yves Masson a parlé de refoulement, de plusieurs termes. J'ai aimé le terme d'oubli, en donnant à ce terme un sens fort à mi-chemin entre Freud et Heidegger, comme il y a l'oubli de l'être, et l'idée est que, par exemple, pour les philosophes, l'idée qu'on ne lise pas le texte original fait figure de péché mortel. Et c'est intenable, puisque si on fait de la philosophie, on a un corpus comportant 5 langues. Le grec et le latin, le français, l'anglais, et puis l'allemand, mais on ne saurait oublier l'italien et puis d'autres, en sorte que qui sait 5 langues, qui en sait plus que 5, il y en a qui le prétendent. Mais par exemple, Claude Agege, que nous admirons tous, vous avez remarqué, parle toujours des tas de langues qu'il sait, et dès qu'il cite un mot dans une des langues qu'il prétend parler, il fait une faute de prononciation. Si bien que c'est rassurant, on se dit, lui aussi, lui non plus. Donc, le tournant historique, ça va être le fait que la gestion du rapport au passé de la traduction est problématique, et à un certain moment interviendrait donc une rupture épistémologique instituant la traductologie. Et la différence, ce serait que l'histoire de la traduction est une étude empirique qui met des faits en perspective, une étude diachronique, alors que la traductologie se veut un projet synchronique de scientificité au sens large des sciences humaines, j'y reviendrai. Il y a un petit peu une chose parallèle entre l'histoire des sciences et l'épistémologie. Les épistémologues réfléchissent sur la structure du processus scientifique, mais ils se nourrissent de l'histoire des sciences dont le processus scientifique est émané. Et donc, alors, la traductologie est donc, je posais, est devenue une discipline dans la deuxième partie du XXe siècle, et alors elle oscille entre ce que j'appellerais un maximalisme restrictif qui est une sorte de vision positiviste, l'idée d'une science vraiment scientifique, ce qu'elle n'est évidemment pas, ce que caricature Henri Meschenich en parlant d'un rêve de science à l'allemande. Sauf que il y a un contresens sur l'allemande, puisque le mot Wissenschaft en allemand n'a pas le sens restreint qu'il a en français et en anglais, mais j'y reviendrai, même en français et même en anglais, science et science, qui en principe renvoie au sens strict de la science, défini par le double pôle de la formalisation logico-mathématique et de la méthode expérimentale, même en français et en sciences, on parle de sciences humaines, et par exemple, NIDA
Naïda, son premier grand livre, c'est Toward a Science of Translating. Et Naïda n'a pas la naïveté, le grand Naïda. Si je voulais citer deux pères fondateurs, ce serait Mounin et Naïda, un Français et un Américain, un peu comme je dirais les deux plus belles femmes du monde. C'était une Française et une Américaine, c'est-à-dire la fascinante Brigitte Bardot et l'éblouissante Marilyn Monroe. Alors c'est un parallèle juste pour introduire un petit peu voilà. Je voulais produire un effet de sourire. Vous avez été gentil, vous avez fait un effort, merci. Voilà. Oui, quand Naïda propose Science of Translating, il entend science au sens large qu'a le mot dans le terme science humaine, et dans sa présentation, Thierry Meyer, que j'ai connu tout petit, a situé notre colloque, notre congrès mondial sous les auspices des sciences sociales, et il a précisé que c'est des sciences de la relation. Il avait raison, mais les sciences sociales ne sont pas des sciences au sens strict. Sciences sociales, ça n'a pas le sens de la physique sociale que prétendait développer Auguste Comte, fondateur de la sociologie et du positivisme. Et donc science est susceptible d'avoir un sens plus large, y compris en français et en anglais, à l'instar de ce que d'emblée nos collègues, ceux que j'appelle nos amis d'outre-Rhin, entendent quand ils disent Wissenschaft. À ce propos, j'aime bien traduire les traductologues. Ça me rappelle les temps anciens où à Nanterre, il y avait encore des maoïstes. Et un des slogans des maoïstes, c'était « surveiller la police ». Et bien de la même façon, je dirais, traduisez les traductologues. Alors, par exemple, toward a science of translating, alors c'est vers, alors une science, on va le dire au sens large, mais translating, de la traduction, c'est pas translating, pas translation. Alors, du traduire, oui, c'est un peu à la mode. J'avais envie de dire du traduisage. Et puis j'ai trouvé beaucoup mieux, vers une science de la traduiserie. Et la traduiserie, ça rime avec menuiserie, et c'est ça qu'on fait. On bricole, on lime, ça rentre pas, il faut on va pas forcer. C'est ça, la traduiserie. Donc, voilà. Donc, deux pères fondateurs. Vous me direz que deux pères, c'est difficile à notre époque, mais enfin maintenant, tout est possible. On nous fait des lois où la paternité, la maternité, tout ça, en voiture Simone, tout et n'importe quoi. Voilà. Et toujours dans cette première partie, une dernière remarque, toujours en traduisant, on a l'allemand Übersetzungswissenschaft, science de la traduction, sauf que Wissenschaft veut dire tout simplement discipline, savoir organiser, avec référence à un matériel empirique et procédure de validation. Autrement dit, ce que font les sciences humaines. En anglais, c'est Translation Studies, et là, il y a un risque. Il y a un risque qui est justement ce que j'ai appelé la dérive vers le tout et n'importe quoi. Dès qu'on cause traduction, hop, c'est traductologie. Je dirais qu'il y a un sens précis de Translation Studies qui serait une discipline, comme la traductologie ou l'Übersetzungswissenschaft, et puis ce sens dérivant où on met tout et n'importe quoi. Et Naïda y a été en quelque sorte sensible et vigilant, puisqu'il n'a pas dit toward translation studies, toward a science of translating. Il y avait l'idée qu'il s'agissait de faire exister une discipline. Alors, traductologie, c'est le mot en français que j'ai contribué à faire admettre, et mon bon maître, le regretté Michel Arrivé, qui a longtemps été professeur ici, qui a présidé mon habilitation et qui nous a quittés récemment, très grand intellectuel, un linguiste, un littéraire, enfin, quelqu'un de très, très, très bien. Michel Arrivé, je crois que c'était lors de mon habilitation qui s'intitulait « La traductologie de la linguistique à la philosophie », s'étonnait que je prisse, que je conçusse, que j'en fusse venu à proposer. Oui, pour les imparfaits subjonctifs, il faut contourner les verbes du premier groupe.
pas que je proposasse, non, que j'en fusse venu à proposer. Voilà. Le terme de traductologie, parce que me disait-il, ça vient du participe passé passif traductum, donc c'est la science des traductions déjà faites. Or, tout ce que j'ai fait, moi, c'est de dire, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les traductions déjà faites, ce n'est pas le traduit, comme il y a des produits, il y a des produits, il y a des traduits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le traduire, pour prendre une formule à la mode. Ou plutôt, je le dis d'autre façon, ce qui m'intéresse, c'est moins la façon dont un autre a traduit hier, mais dont moi, je vais traduire aujourd'hui. Et donc, alors, traductologie, ça semble aller vers le passé. Et il proposait traduisologie. On n'est pas loin de ma traduiserie. Mais j'ai objecté que traductum, traductu, c'est aussi le supin. Alors là, le supin est un mode du latin injustement sous-estimé et oublié, auquel j'étais content de faire référence, donner un peu de survie au supin. Voilà, alors ça c'était ma première partie. La deuxième partie toucherait l'interdisciplinarité. La traductologie, on peut le dire, est une interdiscipline. Longtemps, elle n'a été qu'une province de la linguistique, ce qui était trop limitatif. Mais en même temps, maintenant, comme souvent, on risquerait de basculer d'un extrême dans l'autre. Et j'ai participé à plusieurs congrès, colloques, où finalement la linguistique était absente. Je ne sache pas qu'il fût possible qu'on en usât ainsi. Alors, je dirais que l'interdisciplinarité sur laquelle se fonde la traductologie, c'est d'abord un triangle où il revient une place évidemment éminente à la linguistique, puisqu'il s'agit de langue, de mots, de textes, de réalités immédiatement langagières. La linguistique nous apporte une terminologie, des concepts, aussi une méthodologie, un rapport au langage, et elle donne congé, elle nous prémunit contre les naïvetés que j'appelle prélinguistiques, dont on voit, qui viennent fournir le courrier des lecteurs des journaux. Après il y avait dans les journaux des rubriques langage. Et une des choses étonnantes, c'est que une des rubriques qui appelait le plus de courrier des lecteurs, c'était les remarques sur le langage. Ce qui prouve, un, que les gens aiment les problèmes de langue, mais que deux, aussi souvent, la langue est l'occasion de projections naïves auxquelles la linguistique, avec ses limites, a contribué fondamentalement à mettre fin. Alors, la linguistique de naguère, comme je me pourrais l'appeler, avait l'inconvénient de refuser le mentalisme, pour reprendre un terme de linguistique anglo-saxonne avec la filiation behavioriste, Watson, Skinner et Bloomfield et d'autres, le mentalisme. Alors, moi, le mentalisme, ça m'amuse, j'ai envie de l'écrire en pensant à la chanson chantée par Eddie Mitchell sur la fille aux yeux mentalo. Alors j'écrirais bien mentalisme, M-E-N-T-H-E, trait d'union, A accent grave, trait d'union, L apostrophe, I-S-M-E. Et l'idée, c'est que on ne peut pas faire une science, une étude rigoureuse à partir de son introspection. C'est un problème qu'avaient rencontré les psychologues, qu'avait rencontré déjà Auguste Comte, qui avait expliqué que la psychologie n'était pas une science, il n'y avait pas de place entre la physique et la sociologie, au nom de la considération selon laquelle je ne peux pas me regarder passer dans la rue à partir de ma fenêtre. Et c'est ça la critique donc de l'introspection. Mais la conséquence d'une critique du mentalisme va être de discréditer le concept de sens, de signification, et il est bien clair que le traducteur ne saurait s'en passer, non seulement du sens, mais d'une signification plus élargie du terme de sens, qui serait l'effet. Les effets de sens, les effets rhétoriques, les effets poétiques, toutes sortes d'effets induits par un texte, y compris les effets comiques. Alors, la linguistique, donc,
va nous fournir, va constituer, je dirais, dans un premier temps, elle était conçue, pardon, excusez-moi, je bafouille, je suis fatigué. On a vu dans la linguistique, dans la traductologie, une sous-discipline de la linguistique. Ce qui voulait dire que dans la linguistique, il y avait une sous-discipline qui était la traductologie. J'aurais tendance à dire que c'est une sous-discipline autonome de la linguistique. Soit elle est une sous-discipline autonome au sein de la linguistique, c'est ce qu'on a cru, soit elle est une sous-discipline qui est autonome par rapport à la linguistique. Et c'est ce que je défends et que vous pensez aussi déjà, mais ce qui veut dire que cette sous-discipline autonome, elle doit à la linguistique, mais elle n'en est pas l'émanation. Alors, par exemple, je dirais, il y a la linguistique, le triangle épistémologique interdisciplinaire dont j'ai parlé, c'est qui institue la traductologie, c'est d'une part la linguistique, d'autre part la philosophie, ça n'étonnera personne compte tenu du fait que Florence a rappelé mes antécédents, et puis la psychologie. C'était le triangle que je défendais, et puis entre-temps, c'est ça qui est intéressant dans le travail intellectuel, c'est que les vérités qu'on découvre vont de pair avec des points aveugles. Et grâce à un travail suivi avec Jean-Yves Masson, ce que j'aurais pas dû attendre Jean-Yves Masson pour ça, mais j'ai clarifié mon triangle, et donc linguistique, philosophie, psychologie, et bien sûr littérature. Ça n'est ni Jean-Yves Masson ni Lance Hewson qui me contrediront sur ce point-là, ni a fortiori, bien sûr, Florence Lautel Ripstein, dont j'ai le privilège qu'elle soit à ma droite, comme un dîner de gala. Donc il s'agissait de briser le tabou épistémologique d'un interdit du mentalisme et du sémantique. Alors, pour ce qui est de la sémantique, entre-temps, la linguistique a fait des progrès et il y a des recherches sémantiques extrêmement nombreuses, extrêmement sophistiquées, très difficiles, très formalisées, dont on pourrait se dire « Ah ben voilà des gens qui nous apportent de quoi penser le sens à traduire ». Et en fait, c'est extrêmement pointu. Il y a en même temps une volonté dans ce que j'appelle le deuxième âge de la linguistique de viser une sorte d'ontologie quasiment neurologique des fonctionnements de la langue. Et par exemple, Talmy fait de très longues analyses sur la question de savoir si the frog is on the grass ou si the frog is in the grass. Évidemment, ça change tout pour la sémantique, mais on peut concevoir que pour notre propos, ce sont des instruments beaucoup trop fins, beaucoup trop précis. Et moi, je plaide pour deux sémantiques. Une sémantique à visée scientifique, celle à laquelle s'attache la recherche linguistique, avec comme horizon plus ou moins lointain de rejoindre les sciences cognitives, ce qui est un projet légitime mais lointain, et puis une sémantique à visée pratique qui, elle, serait phénoménologique et qui va prendre son bien, qui va rassembler des catégories pour étiqueter le sens, pour se l'approprier, un peu en linguistique, beaucoup en philosophie, parce que la philosophie nous offre tout un stock de catégories traditionnelles qui permettent d'étiqueter, de prendre mieux conscience de ce qu'on dit. Et j'ajouterais la psychologie, puisque la psychologie, qui serait le troisième sommet de mon triangle initial, elle s'intéresse bien sûr à ce qui se passe dans la tête des traducteurs, dans la tête, je dis bien par opposition à certains qui ont essayé d'étudier ce qui se passe dans le cerveau. C'est bien le cerveau, mais moi je me situe à un niveau plus phénoménologique. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du traducteur que je suis quand je travaille et quels sont les points que je vais retenir, problématiser, mettre en cause. Et donc cette sémantique serait une sémantique pratique et elle est phénoménologique. Elle emprunte ces catégories à un peu la linguistique, beaucoup la philosophie, et aussi la psychologie, puisque la psychologie pour laquelle je plaide, ça n'est pas seulement la psychologie cognitive, c'est plus largement la psychologie que j'ai eu la chance de faire quand j'étais étudiant
ah non pas ici, à la Sorbonne, et on faisait de la psychologie générale. On disait, nous, tu vas au cours de psychogénée, et alors c'était les grandes théories psychologiques. Maintenant, quand j'ai enseigné ici, en psycho, la psychogénée, c'était la psychologie génétique, c'est-à-dire la convergence de la psychologie de l'enfant, de la psychologie cognitive et de la psychologie du développement telle qu'elle a été notamment développée à partir des travaux du grand Jean Piaget. Quoi qu'il en soit, l'héritage de la psychologie, c'est certaines théories qui confinent à la description du fonctionnement psychologique plus ou moins conscient que nous avons et qui rejoignent les réflexions à caractère philosophique. Ça va être par exemple la psychologie de la forme, ça va être par exemple ce que je m'amuse à appeler les vieilleries de la psychologie associationniste, ce qu'on appelait de mon temps la psychologie de l'intelligence, qui maintenant relève de la cognition, et puis la psychologie sociale. Et l'intérêt de la psychologie sociale, la dynamique de groupe, c'est dans une relation, c'est le terme qu'a employé Thierry Meyer, dans une relation interindividuelle, la verbalisation est une verbalisation en chemin. Et il se trouve que j'ai fait, moi, de la dynamique de groupe bilingue, et là, la traduction était sans arrêt en train d'interférer, pas seulement comme objet de travail, de réflexion, mais aussi comme lieu où les concepts apparaissaient. Et tout ce mélange un peu hétéroclite que je vous ai présenté, en intégrant notamment ce que j'ai appelé une psychologie pour non-psychologues, celle des traductologues que j'essaye d'être, va nous aider à verbaliser les problèmes de la traduction, à les conceptualiser quand nous sommes en panne. Parce qu'évidemment, quand la traduction est facile, on n'a pas besoin de traductologie. Si la traductologie est utile comme je le pense, c'est pour faire face à certaines difficultés de traduction où il y a un blocage dans la difficulté à tenir compte de nombreuses contraintes qui bloquent la situation. J'ai parlé du concept d'un blocage psychologique, d'un complexe du traducteur, et il m'a semblé que la traductologie, en m'inspirant donc d'un modèle freudien, était de nature à permettre l'ouverture d'un champ traductologique, et je prends ce concept par analogie avec ce que Freud appelle le champ psychanalytique, c'est-à-dire un espace parolique, un espace de parole où les problèmes se disent, non pas qu'on y apporte solution, mais le fait de les dire va permettre d'en prendre conscience et de prendre une décision. Et c'est le traducteur qui prendra une décision. Et de ce point de vue-là, l'histoire de la traduction, c'est un peu la même chose au sens où, enfin, pas la même chose, mais va dans le même sens, au sens où les différentes modalités de traduire, y compris les erreurs ou des simplement différences, aident à prendre conscience du caractère complexe, difficile, incertain de la démarche de traduction et apprendre à mettre l'accent sur ce que j'appellerais une resubjectivation du travail du traducteur. Non pas qu'on l'ait nié, mais il arrive qu'on se laisse obnubiler par la solution idéale, la bonne traduction. Et j'ai coutume de dire, nos traductions ne sont bonnes que de toutes les pires auxquelles on a échappé. Et je plaide pour toujours en utilisant des catégories psychanalytiques, je plaide pour une désurmoïsation, moi je ne l'avais pas noté dans mes notes, je le rajoute, une désurmoïsation de la traduction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le concept de surmoi veut dire est un concept freudien qui est l'instance que nous avons intériorisée, qui est l'instance d'autorité. L'autorité parentale, la morale, etc. Et je dirais quelque chose d'un peu analogue, une sorte de surmoi de la traduction qui voudrait que, quand nous traduisons, que nous sommes maladroits, que nous ne trouvons pas des solutions formidables, nous avons l'idée que quelque part, il y a la bonne traduction. Simplement, nous ne l'avons pas trouvée, on ne sait pas où elle est.
Ça me fait un peu penser où, quand je faisais des versions latines, nous avions le Gaffio, un grand dictionnaire, dans lequel il y avait des expressions latines et certaines étaient traduites. Et notre rêve était que dans notre version d'examen, il y ait justement un morceau du dictionnaire avec la traduction. Et là, c'est la matérialisation didactique et lexicographique de cette illusion d'un surmoi de la traduction. Et une des premières choses à apprendre, c'est le fait qu'on traduit sans filet, qu'il n'y a pas une bonne traduction. Il y en a beaucoup de mauvaises. Il y en a beaucoup de mauvaises, et la bonne sera la moins mauvaise. Et je dirais que c'est un des bénéfices du travail psychologique que d'assumer ce manque, d'assumer la finitude. De ce point de vue-là, la psychologie rejoint la religion, puisque la traduction est pour nous une leçon de finitude qui nous renvoie à prendre conscience, donc encore une fois, de la finitude de notre nature faillible et pécheresse. Et alors, pour en revenir à des choses plus terre-à-terre, en somme, évidemment, le quatrième pôle de ce triangle qui n'en est plus un, c'est tout l'horizon de l'écriture littéraire, de ce que la littérature exige et propose. Et pour aller vite, je dirais, au-delà de la clarification de mon triangle, il faut aussi l'élargir, puisque par exemple, quelqu'un comme le linguiste et traductologue Naïda va dans le sens d'une convocation des sciences sociales et de l'ethnosociologie. Et en somme, et dans mon propre livre, j'étais amené, dans Sourcier ou Cibliste, j'étais amené à évoquer l'horizon théologique de la traduction, si bien qu'en fait, mon triangle interdisciplinaire doit être clarifié, mais même plus largement, il débouche sur l'horizon d'une anthropologie interdisciplinaire de la traduction. Non pas que la traductologie ait vocation à totaliser, à phagocyter, à englober toutes les sciences humaines et tout le savoir par excès. Ce serait un impérialisme épistémologique comme on l'a connu dans le passé avec certaines disciplines. On a connu le sociologisme, le psychanalysme. En fait, non, c'est par défaut. La traductologie est en aval des grandes disciplines dont elle est tributaire. C'est une emprunteuse comme la cigale de la fable de La Fontaine. Alors, peut-être encore un mot. On est à combien? Voilà. Alors, je pense beaucoup d'entre vous sont en état d'hypoglycémie, moi aussi d'ailleurs. Et alors, peut-être des remarques rapidement sur ce que j'appellerais une interdisciplinarité externe. C'est-à-dire que la traduction et la traductologie qui la prend en charge ont une vocation très large. Et par exemple, le lien entre traduction et psychanalyse pourrait être approfondi, puisque Freud lui-même fait l'analogie. La psychanalyse, c'est la traduction du texte latent, texte source, en un texte patent, texte cible. Pour aller vite, je jette un coup d'œil sur Géraldine Altounian, qui là, pour le coup, me surmoïse. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la migration interdisciplinaire des concepts. La migration des concepts. Alors, par exemple, un concept comme le déplacement, qui est un concept freudien fort, va être utile pour les traducteurs et d'autres. Significativement, André Claes avait fait un grand colloque à Montréal en 1989 et il avait donné comme titre la traduction proligère. Et c'était ce Lorrain sérieux, était facétieux parce que tout le Gotha de la traductologie mondiale était désarmé. Qu'est-ce que c'est que ce truc proligère? On a regardé dans le dictionnaire, c'est l'idée, c'est un concept qui vient de la biologie végétale, au terme de laquelle certaines plantes favorisent le développement d'autres, etc. Mais je me rappelle qu'il était content de son coup, puisque tout le monde avait appris un mot et venait pour traiter d'un colloque dont on ne connaissait pas le sujet. Ce qui est quand même... Ici, on sait à peu près de quoi on cause. J'ai pris le risque de dire que peut-être on ne savait pas vraiment ce que c'était que la traductologie, mais quand même, on a une idée. Alors que la traduction proligère, on ne savait pas. Peut-être encore une remarque sur une sorte d'interdisciplinarité des réflexions sur la traduction, de la traductologie peut-être. Dans un congrès mondial comme le nôtre, il y a beaucoup de collègues,
colloques. Quand on parle de traductologie, on oscille entre deux colloques différents. Et je pense que ce sera peut-être aussi un peu le cas ici. Il y a le cas où on traite de la traduction comme objet de recherche. C'est ça la traductologie, c'est ça notre objet. Mais très souvent aussi, et je n'exclus pas que ce soit un peu le cas parfois dans nos rangs, la traduction fait figure de dispositif de recherche, d'outils d'investigation pour la recherche en linguistique, par exemple, d'opérateurs conceptuels pour la réflexion philosophique, etc., etc. Et il y aurait une sorte d'interdisciplinarité, je ne sais pas si je veux l'appeler interne ou externe, de la traduction et donc de la traductologie. J'en viens à ma troisième partie sur le statut théorique de la traduction. Alors j'ai dit théorique pour ne pas effrayer. Au fond de moi, je voulais mettre métathéorique et parler de métathéorie épistémologique. Mais je me disais que le premier jour et vers midi, c'est un peu dur. Alors la question est la suivante. À partir du moment où nous faisons l'hypothèse, où je vous convie à la faire, qu'il existe une traductologie depuis la deuxième moitié du XXe siècle, quel est son statut épistémologique, ou pour le dire plus simplement, quel est son statut de discipline? Et on va partir d'une problématique ancienne des néo-kantiens au XIXe siècle, qui d'emblée ont marqué une différence très grande entre les sciences humaines et les sciences exactes. Et la nôtre, la traductologie, relève donc de la spécificité épistémologique des sciences humaines. Les sciences humaines imitent les sciences exactes, et j'aime bien cette métaphore platonicienne, les sciences humaines imitent les sciences exactes comme le monde sensible, chez Platon, imite le monde intelligible. Mais elles ne font qu'imiter, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la puissance, sauf dans deux cas, la démographie et la psychologie expérimentale, nos disciplines n'ont pas la puissance de pratiquer la méthode expérimentale. Ça ne veut pas dire que nous ne fassions pas référence à du matériel empirique. C'est une des différences avec la littérature et la philosophie. Un écrivain, un philosophe, quand il écrit ce qu'il a écrit, il n'a pas besoin d'aller chercher du matériel empirique. Alors qu'un psychologue, un sociologue, un traductologue, quand il développe sa théorie, il le fait en se référant à des données empiriques. Il valide son discours théorique sur de l'empirique. Et le concept que j'ai proposé pour marquer que ça n'est pas la méthode expérimentale au sens strict, c'est qu'on met en place des procédures de plausibilisation empirique. Qui peuvent être des batteries de tests, des comptes rendus, des tableaux cliniques, des études statistiques, etc., notamment en traduction. Par exemple, le problème des exemples en traduction. Des exemples en traduction, oui. Il y a des auteurs qui donnent beaucoup d'exemples, c'est-à-dire qui valident de façon empirique l'énoncé qu'ils font. Moi, personnellement, en général, je donne un exemple, mais je le développe. Je monte un exemple comme on monte des blancs en neige ou comme on monte une mayonnaise, dans la mesure où soit on cherche une validation qui imite une validation expérimentale par la multiplication des exemples, ce serait un pôle, et l'autre pôle, c'est faire émerger dans l'exemple l'idée elle-même. Et c'est tout simplement le concept ancien d'exemplum. En latin, un exemplum, c'est un exemple très choisi qui est concret, qui est empirique, mais qui a été assez choisi pour qu'il renferme déjà l'idée qu'il est censé illustrer et valider. Là encore, on rejoint les remarques de Jean-Yves sur l'histoire de la traduction. Donc, d'une part, une discipline qui est validée par des procédures de plausibilisation empirique et qui est un discours qui n'est pas aussi formalisé que celui des sciences, mais qui est un discours organisé, rationnel et argumenté, explicitatif, non ambigu et faisant l'objet de discussions. Là, je renvoie aux analyses de Habermas sur le principe discussion. Oui, l'allemand, c'est pas difficile. Principe discussion. On pense que c'est une langue difficile. Oui, bien. C'est le principe de la discussion. C'est l'idée que
faute de pouvoir faire une formalisation rigoureuse. L'échange des arguments va faire qu'on va aboutir à une forme de consensus rationnel. Et c'est ce à quoi nous pouvons prétendre. Donc, je vais bientôt conclure par deux petites remarques. La première, c'est donc encore une fois que les sciences humaines en général, la traductologie en particulier, se situent dans un entre-deux épistémologique différent des sciences exactes. Et en même temps, je voudrais juste faire deux remarques. C'est donner congé à l'idée de fondement épistémologique. J'avais participé à un colloque à Genève où mon ami et collègue, le doyen, était pas là parce qu'il était ailleurs, et où il se trouve que j'avais été sollicité à parler des fondements épistémologiques de la traduction. Et comme souvent, on est tenté par un titre et on se dit oui, je vois à peu près ce que je vais raconter. Et alors la grande surprise agréable, c'est de dire mais non, pas du tout, j'ai accepté, mais c'est pas bon. Et en fait, l'idée de fondement épistémologique, ce serait l'idée que l'épistémologie, la réflexion serait préalable au développement de la discipline et que la discipline développerait des fondements qui lui préexistent. Or, c'est une affaire de bon sens auquel j'avais sans doute pas assez réfléchi à ce moment-là, c'est que tout travail intellectuel en sciences humaines, en traductologie aussi, ne procède pas de principe a priori, mais d'une étude de l'objet empirique à partir d'hypothèses qui du coup se trouvent ou validées ou infirmées et peuvent faire figure de principes a priori, mais a posteriori. Autrement dit, les fondements épistémologiques de la traduction, ça voudrait dire, de la traductologie, ce serait ceux qu'on trouve après. Donc pas des fondements, plutôt des horizons. Deuxième remarque, avant une conclusion. La spécificité des sciences humaines en général et de la traductologie en particulier, c'est le fait, je dirais, que si on prend les choses au sérieux comme je me permets de vouloir le faire, ce serait distinguer qu'il y a trois niveaux. Il y a d'une part l'expérience de la traduction, c'est ça l'essentiel, c'est ça le socle. L'expérience de la traduction, celle qu'on fait surtout, celle qu'on lit chez les autres et qu'on critique chez les autres, et celle dont on prend connaissance, par exemple, dans l'histoire, dans d'autres domaines. Il y a ensuite le niveau théorique de réflexion, tout simplement, sur les difficultés rencontrées, le type de solution auquel on a pensé. Et j'ajouterai un troisième niveau, justement, le niveau métathéorique ou épistémologique, qui est commun à la traductologie, à la psychanalyse, à la philosophie, à ce que j'appelle des disciplines réflexives. Des disciplines réflexives, c'est qu'elles traitent de leur objet à partir de l'expérience empirique, c'est la pratique, à partir d'une réflexion conceptuelle, c'est la théorie, mais en faisant un travail de réflexion sur le type de travail théorique qu'on fait, puisqu'on rejoue les conditions de l'exercice. C'est-à-dire que quand je fais une traduction, quand je fais une psychothérapie, quand j'écris un texte de philosophie, j'ai en principe donc un objet empirique, j'ai un arsenal conceptuel et discursif qui est la théorie, mais sans arrêt, je remets en cause les conditions mêmes de l'exercice. C'est ce que j'appelle le dispositif AMC, dispositif autométacritique. Alors, je vais bientôt m'arrêter. Et alors, mon idée est la suivante, c'est que la théorisation conceptuelle de ma pratique va toujours de pair avec une réflexion qui est coextensive à cette théorisation. Et alors ma façon de le dire, c'est une idée auquel je tiens, que j'ai longuement exposée dans certains de mes textes et lors de mes cours d'épistémologie des sciences humaines que je dispensais en psycho à Nanterre, au bâtiment C, non, bâtiment A, c'est que en sciences humaines en général, en traductologie en particulier,
la métathéorie épistémologique, attention là, éteignez vos cigarettes et accrochez vos ceintures, la métathéorie épistémologique est coextensive au discours de la recherche elle-même. C'est qu'en même temps que je produis le discours, je m'interroge sur son bien-fondé, sur la place que j'y ai, sur les présupposés idéologiques que j'y laisse perler, et en somme sur la façon dont j'insère ma subjectivité dans l'effort de rationalité. Et maintenant, une petite conclusion. Souvent, on voit dans la traduction une activité marginale et subalterne que certains se plaisent à baptiser d'un adjectif que le politiquement correct m'interdirait de prononcer, ancillaire. En fait, il apparaît que la traduction nous fournit un paradigme, dans sa modestie même, nous fournit un paradigme d'intelligibilité qui a une très grande validité générale. Et c'est une heureuse surprise. Et les choses que je vous ai racontées, je ne les ai pas rajoutées à la traduction. C'est la traduction qui me les a dictées. Et ce que nous allons entendre dans ce colloque, ce que nous allons commencer à entendre, et nous allons continuer à entendre dans ce congrès, va nous faire apparaître combien, à partir de cette expérience limitée, semblait-il au départ, il y a des horizons d'intelligibilité qui iront dans de très nombreuses directions, d'où l'idée d'une anthropologie interdisciplinaire de la traduction. Et alors, un peu l'impression, et c'est ça la conclusion, la traduction serait un petit peu comme un éclat de verre abandonné sur le côté d'un petit chemin et qui fait loupe à la lumière et auquel il arrive, par beau temps, de réfracter l'éblouissante fulguration du soleil et la profonde immensité du ciel. Je vous remercie.